Monsieur le maire président, Madame la conseillère régionale, Monsieur le président du département de la Meuse, représenté par Samuel Hazard, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les encadrants d'Emos, Mesdames et Messieurs les parents, merci d'avoir répondu présent à l'invitation conjointe de l'agglomération du Grand Verdun et de la Philharmonie de Paris pour ce concert qui ponctue le travail d'une saison qui s'achève. Moment festif désormais traditionnel, où vous pourrez constater les progrès accomplis par vos chères têtes blondes, moment où l'émotion aussi sans doute sera palpable. Et c'est faire justice aux musiciens en herbe, comme aux équipes d'encadrement de juger leur travail, comme des grands, sans en rester à l'écume émotionnelle. Que de chemin parcouru depuis 2020. Vous allez tout d'abord voir entrer en scène l'orchestre du Grand Verdun, préfiguration de notre futur orchestre de territoire que j'appelle de mes vœux. Ils sont 56. 23 sont issus de la première cohorte d'Emos, 14 d'entre eux viennent du conservatoire et 18 sont des musiciens professionnels ou amateurs éclairés. Il sera immédiatement suivi par l'orchestre 1, 2, 3, composé des 85 enfants de la seconde cohorte d'Emos, formés dans la foulée d'une première expérience réussie. Il est dans sa deuxième année. Les élèves se répartissent en 6 groupes sur la totalité du territoire de l'agglomération. Ils sont encadrés par 9 référents sociaux et 24 professeurs et pratiquent l'apprentissage de la musique à raison de 3h30 par jour, en plus des tutis toutes les 6 semaines. J'en profite pour vous livrer une info. Les équipes de Mon idée pour la France, la rubrique de Valérie Hortel, qui met en avant les initiatives positives repérées partout en France, ont suivi l'orchestre 1, 2, 3 cette semaine pour un sujet qui sera diffusé jeudi prochain ou le lundi suivant au journal télévisé de France 2. Preuve, s'il en est, de l'intérêt que suscite le projet d'Emos. C'est en effet bien plus qu'un dispositif d'apprentissage de la musique. Lancé au cœur d'une incroyable aventure musicale, sociale et humaine, avec objectif in fine de réunir les conditions pour que les élèves continuent leur cursus musical, c'est un catalyseur d'influences multiples qui brise les clivages pour amener la musique dans les quartiers et dans la ruralité, en appui de nos dynamiques locales, au travers de sa présence régulière. Les orchestres 1, 2, 3 et orchestre Grand Verdun sont devenus des fers de lance de la collectivité, de notre territoire et de notre département. Ils sont l'essence même de la démocratie culturelle qui nous est chère. Nous pouvons, je crois, être fiers des orchestres du Grand Verdun et surtout de nos enfants, de vos enfants. Nous n'imaginions pas, même si nous l'espérions, le degré de satisfaction que nous donneraient ces projets. Nous nous accordons tous pour dire que ce sont de très beaux projets, participatifs, inclusifs, collaboratifs, immersifs, épanouissifs. C'est pas très français, mais c'est pour la rime. Je le répète, nous pouvons être fiers de nos orchestres. En même temps, souhaitons que chaque sourire échangé dans l'orchestre, chaque main tendue, chaque moment de partage contribue à construire un avenir avec plus de justice sociale. Et continuons à bâtir des ponts entre les générations, les cultures et les horizons, faisant de nos lieux des phares dans la nuit parfois sombre du quotidien. Pour terminer, je souhaiterais remercier tous nos partenaires et toutes les structures qui interagissent au sein de Demos, les intervenants artistiques et les intervenants du champ socio-culturel, les centres sociaux, contre-courant MJC, l'éducation nationale et le service culturel du Grand Verdun. Remercier également nos mécènes publics, la région Grand Est, représentée par Laetitia Hurlin, le département de la Meuse, représenté ce jour par Samuel Hazard, la cave de la Meuse, la Philharmonie de Paris évidemment et la présence d'Alouka, coordonnatrice pédagogique du Grand Est. Je n'oublie pas nos mécènes privés, l'OPH de la Meuse,
la MSA, le fonds de dotation de la Caisse d'épargne, la fondation du groupe EDF, la fondation du Crédit Mutuel. J'espère n'avoir oublié personne. Merci à eux. Enfin, mes pensées se tournent avec gratitude vers Vincent Servanin et Flavien Bois, respectivement coordonnateurs et chefs d'orchestre, qui, sous la direction de l'un et la bienveillance de l'autre, vont dans quelques minutes nous faire la démonstration de l'engagement et du talent de vos enfants. Au nom du Grand Vertin, merci à eux et merci à vous de m'avoir écouté. Bonjour, quel plaisir de vous voir. C'est comme un rendez-vous que j'ai avec vous tous et vous toutes chaque année. La plupart d'entre vous vous m'êtes tous très familiers. Je connais surtout vos enfants, les jeunes. Et en tant que responsable de déploiement du projet Demos, je représente aujourd'hui aussi Gilles Delebarre, le directeur du projet qui est à Maubeuge pour un autre concert. Et j'ai la lourde tâche, mais aussi le plaisir de témoigner de toutes ces choses que Demos apporte à vos familles, mais apporte au projet. Et quel sens ça fait au niveau national. Parce que, voyez-vous, vous vous connaissez. Souvent ici, au Grand Verdun, les gens me disent « Mais nous, on est comme une grande famille, on se connaît tous. » Oui. Mais il y a une chose que vous n'entendez peut-être pas assez, mais que j'ai envie de partager avec vous, et c'est ce que voulait dire aussi Gilles Delebarre aujourd'hui, s'il avait été là. C'est que il n'y a pas plus de ressemblance entre vous, par exemple, et ce qu'ils sont en train de vivre les familles à Maubeuge actuellement, ou d'autres familles au tirage du centre, ou les grandes villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. Si vous voulez, tous ces gens-là ont quelque chose en commun, mais ce n'est pas une petite chose. C'est d'avoir fait le choix de confier vos enfants dans un projet comme celui-ci, qui, comme vous le disiez, Anthony, évidemment, faire de la musique ensemble, ça nous relie dans les émotions et tout ça, vous l'avez très bien compris. Mais ce qui est très important, c'est qu'au-delà des émotions que vous allez vivre là très fortement aujourd'hui, il y a aussi le choix de faire ce parcours-là avec vos enfants. Vous-même, vous êtes là à faire ce parcours avec eux et on vous en remercie. Parce que sans vous, ce projet n'existerait absolument pas. Sans vos enfants non plus. Mais c'est un projet qui est très exigeant à vos endroits. Vous êtes très souvent sollicités. Il y a beaucoup de temps imparti à ce projet. Je sais que parfois c'est lourd. Dans des moments festifs comme aujourd'hui, on l'oublie ça. Mais moi, je ne l'oublie pas. Nous ne l'oublions pas. On vous remercie. On pourrait vous applaudir autant que les enfants d'ailleurs. Et toutes ces choses-là dont on parle, ces émotions qui vous relient, les choix que vous avez faits, font que vous êtes absolument reliés à d'autres familles que vous ne rencontrerez peut-être pas, ou vous rencontrerez peut-être à la Philharmonie l'année prochaine, puisqu'on vous attend à Paris. Eh bien ça, c'est très important, parce que ce lien-là, c'est le lien que les familles font, mais ce sont les liens que les enfants retrouveront aussi en tant qu'adultes plus tard. Et je vous assure qu'aujourd'hui, c'est très important de savoir que, quelque part, à un endroit, sans le savoir, sans savoir qui c'est, il y a des gens qui s'engagent de la même manière que vous. Ça, c'est extrêmement fort. En France, actuellement, il y a plus de 37 orchestres, 37 dispositifs actifs cette année. Mais cela depuis 2010. Vous vous rendez compte, la communauté extraordinaire que nous formons tous. Donc pour cela, un grand merci. Je sais que les discours sont un peu longs, mais aujourd'hui, j'aimerais dire un petit mot à une personne qui est très discrète et qui s'appelle Walter Sabat, qui est ici, qui est le directeur du conservatoire. Et ce monsieur, assez extraordinaire, eh bien, va nous quitter parce qu'il part en retraite après plus de 30 ans, 32 ans, c'est ça, d'investissement et d'investissement et de passion exactement sur le territoire. Et personnellement, alors là, je prends la parole en tant qu'Haruka Hashimoto. Walter, je te remercie d'avoir eu une compréhension si fine du projet, parce que cette finesse de compréhension a permis vraiment à faire un projet d'une extrême qualité ici.
Alors, ça t'est adressé bien sûr, mais c'est aussi adressé à tes équipes, qu'elles soient partie prenante, c'est-à-dire en train d'enseigner aux enfants des mots ou pas, parce que j'ai le plaisir de travailler avec eux, de les rencontrer. Les échanges sont d'une extrême qualité, la bienveillance est vraiment partout, mais surtout, c'est une équipe extrêmement désirante. Je pense que tu y es aussi pour beaucoup. Et eh bien moi, tu vas me manquer. Je vais passer la parole à Monsieur Hazard, votre président de la communauté d'agglomération du Grand Verdun. Est-ce que je l'ai bien dit? Nous avons tellement de choses en commun. Oui, Samuel. Et merci à vous. Bravo, Alouka. Merci, Alouka. Je voudrais saluer Madame la conseillère régionale, ma chère Laetitia, Monsieur le vice-président, mon cher Anthony. Saluer l'ensemble des élus présents. Saluer Madame la directrice des affaires culturelles et patrimoniales, Monsieur le directeur général. Vous, chers parents, chers grands-parents, chères structures associatives, institutionnelles, vous toutes et vous tous, chers professeurs du conservatoire, Monsieur le directeur, mon cher Walter, en effet, tu m'as précédé. Je voudrais vraiment, mesdames, messieurs, au nom de la collectivité, mais en votre nom, celui qui a contribué depuis plus de 3 décennies à faire vivre, à faire rayonner avec l'ensemble des équipes le conservatoire de musique. Walter, dans quelques semaines, va nous quitter, faisant valoir ses droits à la retraite. Lorsque nous sommes arrivés en 2014, il y avait 432 élèves. Aujourd'hui, par la politique de la collectivité, mais grâce à la compétence, aux compétences, nous sommes plus de 800. Merci Walter. Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements. Non. Là, je sais ton humilité, mais, mesdames, messieurs, la méritocratie républicaine, la reconnaissance de l'engagement. Et cet engagement, mesdames, messieurs, je voudrais vous remercier, parce que sans vous, ce projet n'aurait pas été possible. Sans nos partenaires institutionnels et financiers, Laetitia, rien n'aurait été possible. Mais sans la volonté politique, Anthony, rien n'aurait été possible. Et je voudrais dire, et je me répète, je le sais, que parmi toutes les politiques publiques que l'on a mises en œuvre depuis plus de 11 ans, il y a des dispositifs dont on est un peu plus fier que d'autres, même si on est fier de tout ce que l'on a fait. Et Demos, on en est fier, pour une raison simple. Et vous allez le constater dans quelques instants, cette alchimie entre un élève, un enfant, un futur citoyen qui se forme et un instrument de musique. Je sais dans la salle combien vous êtes nombreux à vous être initiés à un moment donné à un instrument de musique. Quand je parle d'alchimie, je pense que le terme est idoine. Tant il y a vraiment cette connexion entre l'instrument et l'être, à tous les sens d'ailleurs du terme. Et après cette initiation avec un instrument, et on va le voir, il y a la constitution, la composition d'un orchestre, finalement d'une société, avec des filles et des garçons venus d'horizons divers, différents, mais synergiques, et qui, avec leur instrument, avec leurs enseignants, vont se produire et démontrent à quel point nous pouvons faire confiance en la jeunesse. Non seulement on peut en avoir conscience, et je ne cesse de le marteler au quotidien à quel point je crois en la jeunesse, mais la jeunesse, elle a plein de compétences. La seule chose, c'est qu'il faut lui faire confiance. Cette confiance, notre collectivité, nos institutions croient en eux. La production est remarquable. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans une vie? D'être utile et de servir
Eh bien, je crois que Demos démontre une fois encore que ce qui se fait de mieux dans notre pays, c'est finalement de promouvoir et de défendre l'essence même de ce que nous sommes, à savoir la République. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce concert. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un programme exceptionnel. Vous avez devant vous l'orchestre Demos Avancé, donc du Grand Verdun, qui sont les jeunes gens qui soit sont issus de la première cohorte Demos, qui ont déjà fait 3 ans chez Demos, soit du conservatoire. Donc c'est une rencontre entre deux manières d'aborder la musique. Aujourd'hui, nous nous frottons à l'un des monuments de la musique française, dont nous fêtons d'ailleurs cette année le 125e anniversaire de la naissance. Il s'agit de Maurice Ravel, dont vous connaissez certainement le boléro, qui est son œuvre la plus célèbre. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous jouer le boléro, nous allons vous jouer une œuvre qui s'appelle Mamerlois. Alors, vous connaissez peut-être les contes de Mamerlois, de Charles Perrault. Si je vous dis Cendrillon, Le Petit Poucet, Barbe Bleue, vous connaissez ces contes. Ces contes ont été écrits au XVIIe siècle par Charles Perrault, donc, ou en tout cas écrits. Ils ont été collectés plutôt et mis à l'écrit par Charles Perrault. Ces contes existaient déjà avant. Et Maurice Ravel, au début du XXe siècle, se dit « J'aimerais bien faire de la musique, ajouter une musique à certains de ces contes ». Il va donc en prendre quelques-uns et écrire des pièces pour piano à 4 mains. Piano à 4 mains, c'est assez simple. Vous avez un piano, vous avez 2 pianistes qui se partagent le clavier. Et devant le succès de ces pièces pour piano à 4 mains, son éditeur, Durand, lui demande de faire une orchestration. Alors une orchestration, qu'est-ce que c'est qu'une orchestration ? C'est la manière dont on va écrire la musique pour l'orchestre. C'est-à-dire, vous avez dans une partition pour piano différentes notes qu'on doit jouer avec ses 10 doigts ou alors ses 20 doigts, lorsqu'on est 2 pianistes. Et bien, chacune de ces notes va être jouée dans l'orchestre par un instrument ou plusieurs instruments. Et donc vous allez entendre une orchestration de cette musique, la manière dont cette musique va être transcrite pour l'orchestre. Maurice Ravel est considéré dans le monde entier comme l'un des plus grands orchestrateurs du XXe siècle et même de toute l'histoire de la musique. Et c'est assez étonnant parce que vous allez entendre, ce que nous allons jouer nous, c'est une adaptation, c'est-à-dire que c'est un arrangement qui a été fait dans un but pédagogique évidemment. Et pourtant, on reconnaît dans cette musique les couleurs de Ravel. On reconnaît vraiment la patte, la touche de l'orchestre de Ravel. Vous allez entendre aujourd'hui 3 morceaux, 3 extraits de cette pièce, Mamerlois. Le premier extrait s'appelle « La pavane de la Belle au bois dormant ». Une pavane, c'est une danse du XVIe siècle, très lente, très élégante, très noble. Vous entendrez ensuite une pièce complètement différente qui s'appelle « Laidronette, impératrice des pagodes ». Et alors là, Ravel convoque l'Orient, l'Asie. Vous allez entendre une gamme qui a que 5 notes, qui s'appelle pentatonique et qui a vraiment des consonances que nous imaginons asiatiques. Vous allez entendre aussi l'utilisation du xylophone, d'un énorme instrument que vous voyez peut-être. Non, vous ne le voyez pas, c'est le tam-tam. C'est un énorme instrument, un grand disque de métal. Si vous ne le voyez pas, en revanche, vous allez bien l'entendre. Et puis la 3e pièce que nous allons vous interpréter s'appelle Le Jardin féerique. Là, il ne s'agit pas d'un conte de Perrault, mais c'est une sorte d'utopie. Un lieu qui n'existe pas, dans lequel que Ravel imagine, en se disant que c'est une sorte de jardin perdu d'Éden,
qui apparaîtrait à la fin de ces contes. Et vous allez voir, vous allez vous laisser prendre par une grande mélopée, une grande ligne qui arrive dans un fortissimo éblouissant. Voici donc des extraits de Ma Mère Loi de Maurice Ravel.
nous allons poursuivre avec une œuvre de Joseph Haydn. Joseph Haydn, c'est un compositeur contemporain de Mozart. Il a vécu donc à la fin du XVIIIe siècle, enfin deuxième partie du XVIIIe siècle, et il a écrit un divertimento pour instrument à vent, dans lequel il utilise une mélodie qui s'appelle le choral Saint-Antoine. Et alors on a cru pendant très longtemps que le choral Saint-Antoine était une œuvre, une mélodie originale de Haydn. Mais en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Il y a un énorme mystère qui entoure cette mélodie. On ne sait pas vraiment d'où elle sort. Mais on sait qu'elle a déjà été utilisée avant qu'Haydn lui-même réécrive cette mélodie. Cette mélodie, elle est assez simple. C'est un choral. Donc un choral, c'est quelque chose où il y a plusieurs voix qui normalement chantent en même temps. C'est utilisé dans le culte protestant et ce sont des mélodies extrêmement simples qui se superposent les unes aux autres. Donc vous allez entendre une mélodie très simple avec un rythme assez évident qu'on retient bien, et on le retient tellement bien que les compositeurs s'y sont beaucoup intéressés. Un autre compositeur, 50 ans après, Johannes Brahms, va réutiliser ce choral Saint-Antoine et va en faire une pièce qu'il appelle, à tort donc, Variation sur un thème de Haydn. Et donc ce sont des variations pour orchestre qui vont se développer petit à petit dans le temps, toujours sur la même mélodie. Aujourd'hui, nous vous proposons une version qui ressemble à celle de Haydn. Encore une fois, c'est un arrangement pour notre orchestre. Vous allez entendre tour à tour les différentes familles d'instruments de l'orchestre qui vont dialoguer. Chacun, à un moment, va jouer le thème, puis va devenir accompagnateur, puis va laisser les autres jouer. Et nous allons tous nous retrouver dans un grand final où tout l'orchestre jouera forté, très fort, ce thème du choral Saint-Antoine de Joseph Haydn.
Je vous parlais tout à l'heure de Brahms, Johannes Brahms, qui avait également écrit un morceau sur ce thème répétitif que vous venez d'entendre, les variations sur un thème de Haydn. Nous allons justement vous jouer maintenant une pièce de Brahms. Alors Brahms, c'est un compositeur du 19e siècle, romantique, qui a une écriture assez intense, assez riche. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien l'écriture musicale. Il écrit souvent des choses assez complexes, assez denses. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, eh bien, en fait, Brahms, lui, son rêve, c'était d'écrire une mélodie populaire et que les gens se disent cette mélodie, c'est pas du Brahms, c'est une mélodie populaire. Son rêve, c'était de faire quelque chose d'extrêmement simple et de flouer un petit peu les gens, de leur faire croire qu'il avait écrit une musique populaire. Et justement, dans cette idée, il va écrire 21 danses hongroises. Alors, vous en connaissez certainement quelques-unes. Les danses hongroises, ce sont des vraies danses hongroises que Brahms est allé chercher en Hongrie. Il est allé s'inspirer du folklore hongrois, il était passionné par la musique tzigane, et donc avec un de ses amis hongrois, il se promène en Hongrie et il découvre ces différentes danses, ces différentes mélodies, ces chansons, et il va les noter. Et lorsqu'il revient chez lui, eh bien, il les arrange. Il les arrange d'abord pour piano, et puis ensuite pour orchestre. Et à l'intérieur de ces danses, certaines sont vraiment des danses originales, donc des choses qu'il a entendues, et d'autres sont des morceaux qu'il a inventés dans le style tzigane hongrois. La 5e danse hongroise est-elle une œuvre non pas originale, mais écrite par son ami compositeur hongrois avec qui il se promène justement dans ce pays, qu'il va réutiliser et orchestrer. Les caractéristiques un petit peu que vous allez entendre, ce sont des danses, c'est quelque chose de très énergique, assez rapide, qui alterne sans cesse avec des passages beaucoup plus calmes, beaucoup plus tendres. Et c'est ce contraste entre ces deux ambiances qui va créer un petit peu l'énergie globale de la danse. Voici donc la 5e danse hongroise de Johannes Brahms. Pour clore ce concert, nous vous proposons un petit voyage en Amérique du Sud, et plus précisément au Brésil. Vous allez maintenant entendre 2 œuvres assez différentes, mais toutes les 2 originaires du Brésil. La deuxième que vous allez entendre est un chant qui s'appelle Cirandeiro. Alors la ciranda, c'est une danse, un chant originaire du nord-est du Brésil, et une chanson de ce style, donc une de ces cirandas s'appelle Cirandeiro, qui veut dire le chanteur de ciranda. Les paroles sont assez simples. Elles parlent d'une bague dont la pierre brille plus que le soleil. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a. Le chanteur dit également qu'il a appris cette chanson par une certaine Lia. C'est vraiment un prétexte, quelques phrases très courtes. C'est surtout la musique qui va parler, et même plus que la musique, le rythme de cette musique. Mais avant
de vous présenter cette chanson. L'orchestre avancé que vous avez donc vu en première partie a préparé une batucada. Peut-être que vous connaissez la batucada, peut-être que vous savez ce que c'est. La batucada, c'est un ensemble de percussions qui est guidé par une sorte de chef d'orchestre. C'est Mylène Manteau qui mènera cette batucada avec des gestes particuliers. On apprend, par exemple, ça veut dire cloche, on apprend certains signes qui veulent dire je m'adresse à tel instrument ou à tel autre instrument pour faire évoluer cette polyphonie, cette polyrythmie. Cette batucada s'enchaînera ensuite avec Cirandero. Voici donc un petit moment brésilien pour finir ce concert. Merci beaucoup.